Bienvenue à tous dans cet amphi du Vortex. Donc aujourd'hui, on a Fire Reptile qui va nous présenter une petite présentation sur la bête du Gévaudan, sur son étude de cas d'un mangeur d'hommes. Tout de suite, je lui laisse la parole. Merci. Donc merci d'avance à l'équipe du Vortex pour l'organisation de cette soirée. Et merci à vous tous qui êtes venus. Voilà, donc ce soir, je vais essayer de vous parler donc de la bête du Gévaudan, qui est certainement l'un des animaux historiques français, on va dire, les plus célèbres au monde, qui de facto, de par donc son histoire que je résumerai, ça sera donc partie de cette présentation, entre dans une catégorie particulière qu'on appelle les mangeurs d'hommes. Donc appellation qui regroupe des rapports hommes-animaux dans lequel Homo sapiens se retrouve être une proie, et qui a conduit notamment à plusieurs études différentes pour essayer de comprendre pour quelles raisons l'être humain a été pris pour proie. Par exemple, vous avez le cas des lions du Tsavo, qui a été très célèbre et dont les travaux les plus récents, donc c'était une publication en 2017, qui ont pu donc proposer une explication à pourquoi il y a eu des attaques sur l'homme. Donc moi ce soir, donc je me recentre sur cette bête du Gévaudan qui a fait trembler la France au XVIIIe siècle. Alors pour le programme de ce soir, donc je vais faire une petite introduction pour un peu contextualiser le tout, un petit résumé historique. Ensuite, on verra quelques données qu'on peut recueillir et qui nous aideront dans l'angle d'attaque que j'ai choisi. Donc c'est un angle d'attaque plutôt zoologique, parce que moi, de formation, donc je suis paléontologue. Donc voilà, j'ai eu un rapport plutôt étroit avec la zoologie, que j'entretiens encore actuellement, puisque j'ai repris des études en muséologie. Et donc voilà, je me recentre notamment beaucoup autour de l'histoire des sciences et l'histoire de la zoologie particulièrement dans ce cursus. Et enfin, donc la partie la plus importante de cette présentation, elle va constituer à justement voir plusieurs des hypothèses qui ont été émises sur la nature animale de notre bête du Gévaudan, et de voir donc à la lumière des données qu'on a disponibles de l'affaire, mais également à la lumière de données que depuis on a récoltées en sciences, parce que les chercheurs ils ont fait pas mal de travaux, et il se trouve que peut-être dedans il y a des éléments intéressants à prendre en compte actuellement pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, alors pour commencer, on est au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, autant vous dire que les connaissances zoologiques sont très très loin d'être ce qu'elles sont actuellement. Pour vous dire, en France, on avait une sorte de maître, c'est un peu comme ça qu'il était considéré. Donc, vous connaissez peut-être sous le nom simple de Buffon, donc Georges-Louis Leclerc, hein, de son vrai patronyme. Donc, ce savant qui, sous le siècle des Lumières, à l'époque de l'encyclopédie, justement, il va dédier une œuvre encyclopédique tournant autour donc de ce qu'il appelle une histoire naturelle. Alors, à côté de ça, Buffon, c'est pas le seul savant en Europe qui est sur le devant de la scène. Il est un peu rival de Linné, qui est un des pères de la taxonomie. Donc Linné, c'est un classificateur pur et dur. Et Buffon, lui, la classification, bien qu'il en propose une entre guillemets, c'est pas vraiment son truc. Buffon, lui, c'est vraiment un descripteur de la nature. Et cet ouvrage, cette histoire naturelle, c'est vraiment ça le but. Décrire la nature, décrire ce qui la compose, et de ce fait, dedans, alors on ne peut pas dire que Buffon faisait de la biologie ou de l'éthologie, mais néanmoins, ces textes s'en approchent
un peu dans le sens où Buffon se plaît à décrire notamment pour les animaux leurs mœurs, ce qu'on sait de leur accouplement, etc. Mais un des points capitaux de cette œuvre, c'est surtout le fait que Buffon, il a une époque où, même pour les savants, on utilise beaucoup et uniquement que des noms vernaculaires. Or, du coup, un seul animal peut se retrouver avec une multitude de désignations. Pour contrer cette polysémie, Buffon, il décide de, entre guillemets, standardiser les noms vernaculaires. Et ce qui donne donc cet exemple dans le 9e tome, lorsqu'il parle des félins. Voilà, Buffon, donc, il présente donc le tigre. Et donc là, je vous mets donc la figure associée au tigre. Vous le reconnaissez certainement parce que c'est également ce que nous actuellement nous appelons tigre. En fait, il faut savoir que les noms vernaculaires qu'on emploie actuellement pour beaucoup d'animaux, ils sont en grande partie hérités justement du travail de Buffon. Et il faut dire qu'à la même époque, du coup, voici d'autres tigres. Donc vous avez en haut le tigre de Claude Perrault qui correspond à notre actuel panthère ou léopard. En bas, vous avez le tigre de Taylor White qui correspond, lui, à notre actuel guépard. Donc là encore, on n'est que dans ce que les savants de l'époque, vous voyez, ils désignent. Déjà, lorsqu'on quitte la sphère savante, le mot tigre, en plus, il change. Alors, de manière générale, le mot tigre, hors de la sphère savante, et ça que ce soit pour les nobles, les lettrés ou les paysans, le tigre, ça va désigner un grand félin. Du coup, lorsqu'il n'y a pas de description, ça sert à rien de se demander qu'est-ce qu'on appelait un tigre. On a besoin d'un minimum de description ou d'une information sur l'origine géographique. Donc là, voilà, tout ça pour dire que bon, la zoologie de l'époque, du 18e, c'est quelque chose de différent. Et donc du coup, à part dans les textes des savants, où on peut se permettre, grâce à leur précision, de déterminer correctement les animaux, c'est quasiment mission impossible lorsqu'on se frotte à d'autres écrits, où on a qu'un nom. Maintenant, pour nous recentrer un peu plus du côté de l'histoire, donc nous sommes sous le règne de Louis XV, qui a succédé à Louis XIV, qui, en tant que souverain, avait connu à son époque déjà une histoire de bête. Alors, beaucoup moins connue que celle du Gévaudan, alors que pourtant elle fut fortement terrible. Louis XIV avait dû faire face à la bête de Caen, ou de Normandie, ou de Cinglé, enfin, elle a plusieurs patronymes. Mais peu médiatisée, elle a été redécouverte et remise sous les projecteurs que grâce à des travaux récents des historiens. De manière générale, en fait, il y a plein de bêtes à des échelles locales en France, mais on n'en parle pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'on est à des époques où bien souvent sont plutôt médiatisés les guerres et les conflits. Bon, d'ailleurs, Louis XV va sortir de la guerre de 7 ans, et c'est peu de temps après que va arriver notre bête. On va d'ailleurs se rapprocher un petit peu de notre bête du Gévaudan, mais on va appeler directement Gévaudan, on va aller en Dauphiné. Parce qu'en Dauphiné, ça commence déjà à bouger. Vous avez de 1747 à 1752 la bête dite de Primarette. Ensuite, une dizaine d'années après, apparaît une autre bête aux alentours de Laval, qui va durer à peu près 1 an. Et tout comme Primarette, elle va cibler davantage les enfants. Bon, on va ici avoir une description, un animal d'aspect plutôt lupin, avec une tête grosse, carrée, une raie noire sur le dos, une couleur café brûlé, le poil du ventre plutôt blanchâtre. Bon, voilà. Apparemment, on ne sait pas trop ce que c'est. La seule description qu'on a nous vient d'ailleurs d'un curé. Et néanmoins, donc ça bouge un petit peu en Dauphiné, il s'est passé d'autres choses. Alors, est-ce que cette bête aux alentours de Laval, c'était la même que celle de Primarette? Est-ce qu'on peut parler d'une seule bête du Dauphiné? Grande question sur lesquelles les historiens devraient encore se pencher. Néanmoins, 1 an après, c'est justement autour du Gévaudan que ça bouge. Donc,
aux alentours de Langogne, donc on est printemps-été 1764, on commence à parler d'attaques sur des bergers par une bête, pas très clairement identifiée, mais bon, ça ne change pas au final de ce qui se passe dans d'autres régions. L'histoire de la bête du Gévaudan commence officiellement le 30 juin 1764. La première victime, c'est une jeune bergère du nom de Jeanne Boulet. Cependant, on n'est pas encore officiellement dans la région du Gévaudan. À ce moment-là, on est encore dans le Vivarais. Et il va falloir attendre. Donc, c'est Marie-Anne Hébrard qui sera, elle, la première victime du Gévaudan, à peu près 2 mois plus tard. Donc, Marie-Anne Hébrard, c'est le début vraiment d'une série qui va partir en flèche. Donc là, la situation petit à petit devient rapidement hors de contrôle. La presse locale, le Courrier d'Avignon, récupère l'affaire, puis après c'est la Gazette de France. Donc là, on médiatise à l'échelle nationale des attaques prédatrices sur des humains. On dresse rapidement un portrait qui volontairement fait vraiment peur, puisque la bête est dite cibler principalement les femmes et les enfants. Elle va boire leur sang. Bon. On entretient vraiment dans la presse, et ça va rester pendant toute la médiatisation, vraiment un côté quasi mythologique à l'animal. Néanmoins, ces attaques, il faut que ça cesse. Et c'est pour ça que le capitaine Duhamel, aide-major de dragons, est envoyé avec un régiment de soldats volontaires pour conduire les chasses et mettre fin à cet animal. Cependant, toutes ces chasses s'avèrent être un échec. Si bien qu'à la fin de l'année 1764, le bilan est pas très joli et surtout, on sait que ça va continuer. D'ailleurs, la fin de l'année 1764 est marquée par un événement assez fort pour les populations, puisque l'évêque de Mende va faire un mandement pour ordonner des prières publiques pour arranger la situation. Bon, nous sommes dans une région fortement religieuse. Et l'évêque va avoir des mots qui sont vraiment très durs, puisqu'il va publiquement accuser le comportement de la population. Voilà, c'est à cause de leurs péchés que leurs enfants se font manger par cette bête qui serait un bras armé de Dieu venu les punir. Néanmoins, ce qu'il faut aussi rappeler, qu'on ne rappelle pas assez souvent, c'est qu'il va terminer le mandement en tentant de faire relativiser la chose, en exprimant que finalement, cet animal, aussi redoutable soit-il, ça reste un animal, et que donc, au bout d'un moment, il tombera sous les coups de feu. Donc là, vous avez une petite cartographie des attaques, et tout ça pour vous montrer qu'à l'année 1764, il y a des écarts de distance qui sont vraiment très importants. On est dans quelque chose de vraiment très large. On n'est pas du tout dans des espaces, on va dire, resserrés avec des fortes concentrations d'attaques. Donc l'année 1765, les massacres continuent malheureusement. La presse s'est trouvée, entre guillemets d'ailleurs, un bouc émissaire, ou plutôt une identité pour la bête. Question qui plaît beaucoup d'ailleurs à l'étranger. Quel est cet animal mystérieux? Donc pour la presse, on est plutôt du côté de la hyène. Alors la hyène, en faisant référence à la hyène de l'histoire naturelle de Buffon, j'y reviendrai tout à l'heure. Même si dans les faits, personne n'est d'accord et on est toujours, c'est un animal apparemment plutôt mystérieux, ou du moins inconnu des contrées, puisque les paysans n'arrivent pas à la reconnaître. 1765, c'est aussi l'année qui va, par certains événements, permettre à la bête du Gévaudan de devenir une mythologie. Puisque dans toute mythologie, vous avez besoin de combats mythiques. Et cette année-là, elle en contient. À titre d'exemple, donc en voici 2. Jacques Portefaix à gauche, un jeune garçon d'environ 12 ans,
il va être attaqué avec ses camarades et il va donc agir comme un petit chef. Il va organiser ses collègues pour permettre une riposte et ainsi mettre l'animal en déroute. À côté, vous avez Marie-Jeanne Vallée qui, grâce à sa lancette, va embrocher la bête, littéralement, alors qu'elle tenta de se jeter sur elle. Mais 1765, c'est aussi l'année où on dit adieu au capitaine Duhamel, qui est remplacé par les messieurs Denval, père et fils. Donc là, voici une représentation tirée du film La Bête du Gévaudan, que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Donc voilà, de Monsieur Denval père. Donc Monsieur Denval père était considéré comme l'un des plus grands louvetiers de France, avec voilà des milliers de loups tués au cours de sa carrière, et il comptait bien ajouter cette bête à son actif. Cependant, malgré son talent, malgré sa réputation, ce sera l'échec. Et donc lui aussi, tout comme Duhamel, il finira par être remplacé. Et là, son remplaçant, c'est François-Antoine, lieutenant des chasses personnelles du roi. Donc il descend en Gévaudan avec son fils, Antoine de Beauterne, et là, l'objectif est un peu plus prononcé, puisque bon, c'est un petit peu comme si voilà, la pression du roi venait pour dire bon, il faut en finir. Et en effet, c'est un petit peu ce que le roi veut, parce que le fait que l'affaire de la baie du Gévaudan traîne, ça commence à pas être super pour son image de souverain. Et finalement, François-Antoine, c'est lui le premier qui va avoir des résultats. Donc c'est le 20 septembre 1765 que lui et son collègue, le garde Rinchard, vont tuer dans les bois du Pommier, à l'abbaye des Chazes, un loup d'une taille prodigieuse, gigantesque, avec un aspect surprenant, extraordinaire, d'après donc les descriptions qu'on a. L'animal donc va ensuite être naturalisé. Il est montré à des témoins. Il est reconnu par des témoins. On reconnaît sur lui d'ailleurs certaines blessures qui ont été infligées à la bête. Et donc, pour calmer le jeu politique, donc Antoine de Beauterne, donc le fils de François-Antoine, monte à Paris et le 1er octobre, l'animal est présenté à la cour. Cependant, sur le terrain, alors même si on a une baisse des attaques, les attaques continuent. Mais ça, François-Antoine, c'est bien pour cette raison qu'il est resté. Parce que pour lui, il n'y a jamais eu un animal unique, il y en a toujours eu plusieurs. Donc, dans son idée, il faudrait au moins en finir avec la famille de ce loup, qui, d'après lui, aurait pris goût à la chair humaine et donc représenterait un danger. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il reste le temps d'en finir avec la famille de ce loup. Et le 17 octobre 1765, après donc la mort du dernier louveteau, il n'y a plus d'attaque, et donc il décide de partir le 3 novembre 1765. Finalement, il n'y a plus d'attaque. Enfin, les attaques reprendront le 2 décembre, malheureusement. Et donc, bilan de l'année 1765, donc vous l'avez, voilà, je vous ai encore fait une cartographie pour vous montrer à peu près comment ça se répartit. Donc là, les attaques entre guillemets, voilà, là, on a un peu plus une forte concentration, si on veut. Mais il y a encore de très grands écarts de distance, comme en 1764. Vient ensuite 1766, où là, par contre, alors, les attaques sont beaucoup plus resserrées géographiquement, et il y en a aussi beaucoup moins. Mais bon, l'affaire continue. Et en 1767, c'est pareil, on reste dans le même secteur, c'est assez resserré. Cependant, au printemps, les attaques repartent en flèche. Et c'est le 19 juin que le marquis d'Apcher va organiser au pied levé une battue
et que le dénommé Jean Chastel va lui aussi abattre un loup d'une taille prodigieuse, avec également un aspect extraordinaire, qui ne sera pas sans rappeler celui abattu par François-Antoine, mais j'y reviendrai après. Et c'est à partir de ce moment-là que la bête du Gévaudan a rendu son dernier souffle. Donc voilà, après la mort de cet animal, on n'a plus déploré d'attaque. On considère donc l'affaire finie. Donc maintenant, passer à une nouvelle partie. Donc voici quelques données qu'on peut retirer en se référant aux archives de l'époque. Donc tout d'abord, des données sur les victimes. Alors sur les victimes, ce qu'il faut être bien conscient, c'est qu'on n'a aucune liste exhaustive. Là, voilà, vous verrez, selon les auteurs, c'est variable. Moi, pour ce soir, j'ai décidé de vous présenter donc ma liste que j'ai constituée personnellement, qui n'est pas parfaite, qui contient très certainement voilà, des erreurs. Il faudrait peut-être revenir dessus. Bon, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé pour la constituer, du coup, j'ai considéré que les sources dites officielles, c'est-à-dire voilà, que vous pouvez retrouver donc dans des courriers, des correspondances, des registres paroissiaux, etc. J'ai également tenu à prendre, du coup, tant qu'il était possible, au moins la donnée géographique et temporelle de l'attaque, afin, du coup, d'être le plus précis possible. Donc, lorsque je garde ça, je suis à 169 attaques. Ah oui, et à savoir aussi que j'ai exclu, contrairement à certains auteurs, ce qui était compté comme des attaques qui s'apparentent à une défense de l'animal. Je m'explique, c'est que si on se replonge dans les archives de la bête, on peut trouver par moments des hommes qui ont tenté, qui ont eu un comportement agressif, ils ont tenté de faire fuir la bête, ou alors ils l'ont vu, ils lui ont tiré dessus, et l'animal s'est rebiffé contre eux. Donc ça, pour moi, voilà, ce n'est pas un comportement de prédation, c'est un comportement de défense de la part de l'animal. Du coup, je ne compte pas ça comme des attaques. Moi, j'ai vraiment tenu à compter tout ce qui relevait le plus possible uniquement de la prédation. Alors, donc, déjà, ce qu'on peut dire, et ça c'était déjà dit par d'autres auteurs, mais ça se retrouve ici aussi, les femmes ne sont pas préférées aux hommes, hein. Si on fait le bilan voilà, des sexes, bon, il y a un peu plus de femmes qui sont attaquées, mais on est très loin d'une préférence qui serait vraiment marquée. En revanche, lorsqu'on regarde l'âge, c'est pas pareil. Là, les jeunes sont clairement plus impliqués. Et ça, quelles que soient voilà, les différentes listes que vous pouvez regarder, on a toujours plus d'attaques du côté des jeunes. Il y a aussi eu, c'est important de le noter, quand même pas mal de témoins. Donc voilà, en général, on tourne aux alentours de 50% de témoins dans l'affaire. Témoins qui parlent tous d'animaux. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les attaques sont forcément dues à un animal, encore une fois. Là, à ce niveau-là, il faut être honnête. Si la majorité des attaques ont vraisemblablement été causées par un animal, malheureusement, on ne peut pas exclure que dans le lot, il y aurait eu des meurtres qui se seraient glissés et qui auraient été comptabilisés. Mais bon. Et donc voilà pour les attaques. Ce qu'on peut dire aussi donc sur la mortalité, bon, ça c'est un peu intuitif, mais ça se vérifie par les chiffres. Les jeunes qui sont les plus attaqués, ce sont eux qui affichent le plus de mortalité. Et du côté des décapitations, qu'il faut compter avec des guillemets, c'est aussi les jeunes qui sont le plus touchés. Alors je dis avec des guillemets parce que par décapitation, justement, on a cette action de la main humaine qui va venir trancher net une tête. Donc j'appelle ça donc décapitation. Mais en soi, lorsqu'on regarde dans les archives, ce qu'on a surtout, on nous fait figurer que la tête a été séparée du tronc. Et très souvent sans détail. Bon, quelquefois, quand on a des informations, on est très loin voilà, de quelque chose qui se serait fait trancher comme par une lame. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que voilà, là, c'est
malheureusement, on n'a pas suffisamment d'éléments à ces niveaux-là. On n'a pas d'autopsie sur les victimes, ce qui serait d'ailleurs fort utile pour en savoir plus à leur sujet. Malheureusement, bien souvent, on a description au sommaire de leur état. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Maintenant, d'ailleurs, je vais en venir aux attaques, parce que ces attaques, traditionnellement, elles sont découpées en différentes zones. Il y a plusieurs auteurs qui ont déjà essayé des découpages. Voici un découpage personnel. Donc, j'ai choisi comme critère, du coup, entre guillemets, la densité d'attaque, si on peut dire. Donc, en pointillé, donc ce sont des zones qui, donc voilà, avec une faible concentration d'attaque. Et donc, sans les pointillés, ce sont 3 espaces. Donc voilà, on observe pas mal d'attaques. Donc là aussi, hein, c'est sans doute pas parfait, hein, voilà, il faudrait peut-être découper autrement. Néanmoins, c'est un découpage qui, on va dire, fonctionne pour visualiser. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, du fait que littéralement, on n'a pas un espace homogène, c'est que lorsqu'on regarde les dates associées donc à ces différentes zones, on se rend compte que vraisemblablement, il y avait plusieurs bêtes. Et ce qui d'ailleurs se retrouve un peu lorsqu'on plonge le nez dans l'affaire, hein, parce que bon, pour rappel, on n'a aucune preuve vraisemblablement qu'on ait tout le temps eu affaire au même animal. Bien au contraire. Il y a plutôt des éléments qui tendent à montrer qu'on a plusieurs animaux. Donc le découpage en fait partie. Il y a aussi le fait que par moment, même si j'en ai pas parlé dans le résumé historique, mais on se retrouve avec un animal qui a été plusieurs fois, par exemple, mortellement blessé. Et quelques heures après, on avait une attaque. Donc là, c'est bien un élément qui indique qu'on n'a pas un seul animal. Donc en fait, en soi, on devrait plutôt parler des bêtes du Gévaudan, mais on parle de la bête parce que c'est plus commode et plus facile pour l'exposer. Autre élément que nous avons, donc on a des témoignages des gens. Donc le portrait majoritaire qui en ressort, consensuel, on va dire. C'est un animal avec l'aspect d'un loup, mais plus rouge, une raie noire sur le dos, un ventre blanchâtre. La tête souvent grosse, plate, qui fait penser au lévrier ou au cochon. Enfin, ce sont les animaux avec lesquels elle a été comparée et jugée semblable. Du côté des chasseurs, donc je pense notamment au Denval et à Monsieur Antoine. Sur les lieux des attaques, les traces de pas relevées ont tout le temps été identifiées comme étant comme celle d'un loup ou celle d'un loup de grande taille. Voilà. Mais bon, on n'a jamais eu des éléments indiquant voilà, des empreintes qu'ils auraient trouvées anormales ou appartenant à un animal autre qu'un canidé. Et enfin, parmi ce qui est certainement de plus important dans les archives de l'époque, on a eu, comme je vous l'ai dit, 2 animaux qui ont été tués. Ces animaux, eux, contrairement aux victimes, ont eu droit à des autopsies. Et chacune des autopsies a été consignée dans des procès-verbaux. Donc procès-verbaux que d'ailleurs vous pouvez consulter sur Internet. Donc à partir de ces autopsies, donc là voilà, ça c'est une reconstitution que j'ai fait des dentures de ces animaux. Et ce qui est pratique avec ces dentures, c'est que du coup, on peut en extraire une formule dentaire. Alors la formule dentaire, c'est important parce que chez les mammifères, on peut procéder à des identifications justement grâce au nombre de dents. Donc là, la formule dentaire, normalement, donc voilà, c'est le petit rectangle que je vous ai mis, hein. Donc ici, donc on a la formule suivante, donc 3 incisives supérieures sur 3 incisives inférieures, une canine supérieure sur une canine inférieure, et etc. Donc pour la suite de la présentation, je vais réutiliser plutôt l'image de la formule dentaire parce que voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique plutôt que de garder le petit rectangle avec la formule littérale.
Autre donnée issue de ces différents rapports, donc on peut avoir un peu les dimensions de ces animaux, ça peut nous permettre de les visualiser. Donc le loup des Chazes, c'était un animal, voilà, comme dit, bah, effectivement, il était vraiment grand. Donc il était aux alentours d'1,80 m, 1,90 m. Le loup de Chastel, alors bon, là il y a la marge d'erreur est un peu plus importante, mais l'animal donc il serait entre 1,50 m et 1,80 m de long. Le loup des Chasses, donc il a plus de 60 kilos. C'est fait vraiment un très beau spécimen. Et le loup de Chastel, il n'est pas en reste, hein, puisqu'il est quand même lui à plus de 50 kilos. Voilà, ce sont vraiment de très beaux bestiaux. Et enfin, donc, alors là, j'en ai rajouté un troisième, donc le loup de Buffon. Donc c'est tout simplement le loup qui était présent dans l'histoire naturelle. Donc il va un peu nous servir, entre guillemets, d'élément contrôle. Donc maintenant qu'on est armé de tout ça, donc on va s'intéresser à différentes hypothèses qui ont été formulées et on va voir notamment à l'aide de ces éléments ce qu'on peut en tirer. Alors oui, la bête du Gévaudan n'échappe pas à une hypothèse extraterrestre, malheureusement. Donc, cette hypothèse, en fait, alors je ne sais absolument pas d'où elle sort. Je l'ai lue dans La bête du Gévaudan de François Fabre, qui est un livre qui est excellent. François Fabre, c'est le deuxième historien qui a travaillé sur la bête du Gévaudan. Et donc cet ouvrage, donc, il a été réédité et complété par Monsieur Jean Richard. Et c'est Monsieur Jean Richard, dans les compléments, qui a trouvé cette hypothèse, mais qui malheureusement n'a pas indiqué la source. Et voilà. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que là, bon voilà, c'est assez farfelu, c'est fantaisiste, c'est rigolo. Et ça me fait toujours plaisir de me rappeler que voilà, même la bête du Gévaudan a droit à une hypothèse extraterrestre. Alors plus sérieusement, on va s'intéresser à la première hypothèse humaine. Alors oui, je peux arrêter de parler d'animaux, mais n'oublions pas que l'être humain n'est qu'une espèce parmi tant d'autres dans l'arbre du vivant, hein, donc qu'un animal parmi tant d'autres. Donc après tout, pourquoi pas? Alors, cette hypothèse d'un serial killer en Gévaudan est apparue au début du XXe siècle. C'était un gynécologue, le docteur Puech, hein, qui l'a formulée. Alors, il l'a formulée de la manière suivante. Pour lui, il y avait des attaques de loups prédateurs et ou enragés. À cause de ces attaques, il y avait des mystificateurs qui faisaient de mauvaises blagues. Et au milieu de tout ça, il y avait un homme qui profitait du coup de cette pagaille pour commettre ces meurtres. Bon, comme on l'a vu, tous les témoins de l'affaire parlent alors là d'un animal, pas du coup d'un animal, un quadrupède carnivore, et donc non pas d'un homme. Donc là déjà, bon, ça met un peu du plomb dans l'aile. Mais surtout, comme le rappelle le gynécologue lui-même, et comme je l'ai dit, il y a eu zéro autopsie sur les victimes. On n'a pas eu donc on n'a pas d'éléments, on va dire, du côté de ce qui pourrait relever de la médecine légale de l'époque qui indiquerait une action humaine. Alors après, encore une fois, on ne peut pas l'exclure dans certains cas, mais le problème de cette hypothèse, c'est que ça fait du tueur majoritaire un homme, ce qui ne colle pas du tout avec notre affaire. Mais alors pourquoi pas une association homme-animal, me diriez-vous? Et ça a été formulé, et c'est certainement l'hypothèse la plus célèbre, du moins l'ouvrage le plus célèbre sur le sujet, celui de Michel Louis, où on aurait donc un animal protégé par une cuirasse, comme du cuir de sanglier, animal qui va être lâché donc sur les gens. Cette théorie, hypothèse, est tout le temps rattachée à un complot. Très souvent, c'est un complot visant à destituer le roi. Bon, pourquoi pas, après tout, on peut formuler ce qu'on veut, même s'il n'y a aucune trace historique d'un complot. Alors, on va s'intéresser un tout petit peu aux cuirasses avant de passer à la suite. Il faut savoir que oui, donc on utilisait des cuirasses pour les chiens. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant, ces cuirasses
elle n'était plus utilisée en France au XVIIIe. Ça faisait un petit moment qu'on avait arrêté les chiens de combat pour la guerre. D'autant plus que ces cuirasses, c'était pas des cuirasses anti-armes à feu, parce que même si on regarde nos voisins espagnols qui les ont gardées plus longtemps que nous, ces cuirasses, elles servaient surtout à pour permettre aux chiens de se protéger des flèches des Amérindiens pendant leur conquête américaine. Voilà, on est très loin, donc pour le côté invulnérable au coup de feu, on repassera. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui se sont intéressées à tester justement la résistance de matériaux, donc à partir des armes, en tirant avec des armes anciennes à poudre noire. Donc ça, c'est monsieur Alain Parbeau, qui est justement spécialiste dans des reconstitutions historiques, qui a procédé à des tests avec des armes d'époque. Et donc là, il a fait ça sur une plaque d'acier de 3,5 mm, pas mal. Et donc voilà, ça se fait trouer. Voilà. La plaque devient du gruyère. Alors il y a d'autres personnes qui ont testé justement le cuir de sanglier. Le cuir de sanglier se fait pénétrer lui aussi, sans trop de surprise. Sans compter que voilà, la cuirasse aussi, ce qu'il faut bien s'en rendre compte, et ça c'est lorsqu'on se penche du côté historique, c'est que ça demande une logistique. Lorsqu'on l'utilisait sur les champs de bataille, on ne laissait pas le chien pendant des jours avec. La cuirasse, c'était le temps vraiment de l'affrontement. Et puis la cuirasse est contraignante pour le chien. Or, donc là, on n'a aucun élément de toute façon qui indiquerait que notre animal ait eu une cuirasse, que ça soit tant du côté historique que du côté pratique. Aussi, on n'a jamais observé donc un homme aux alentours d'une attaque animale. D'une manière générale, il convient de rappeler que c'est pas parce qu'il y aurait eu une intervention humaine dans notre affaire de bête de Gévaudan que forcément l'intervention humaine doit être associée à un complot ou un serial killer. Alors oui, les complots, les serial killers, ça fait rêver, mais bon, est beaucoup plus probable simplement un ou des meurtriers. Après tout, depuis le début des sociétés humaines, on en connaît. Bref, on va à présent enfin se recentrer vraiment sur des animaux, et on va s'intéresser au fait que des félins ont été proposés comme identité pour la bête. Leur capacité et leur aptitude à la chasse, leur vitesse, leur souplesse et autres, eh bien, ont constitué pour certains auteurs des éléments frappants permettant d'expliquer les aptitudes de la bête. Alors, hormis le fait que les félins n'ont pas un aspect qui rappelle un loup, pourquoi pas, on peut quand même tester nos formules dentaires, après tout. Donc vous avez à gauche la formule dentaire des félins et à droite celle de nos bêtes tuées en Gévaudan. Et comme vous pouvez le voir, ça ne correspond pas du tout. Donc, on peut laisser les félins retourner tranquillement chez eux. Alors pourquoi pas un thylacine? Après tout, ce marsupial carnivore a par convergence évolutive un aspect un peu lupin d'ailleurs. Eh bien, malgré le fait qu'il était inconnu des savants du XVIIIe siècle, alors encore plus de la population, testons quand même sa formule dentaire après tout. Donc toujours pareil, à gauche vous avez la formule dentaire du thylacine, à droite celle de nos bêtes. Le thylacine, en tant que marsupial, eh bien il a beaucoup plus de dents que des mammifères placentaires, comme par exemple les canidés. Et donc pour cette raison, notre thylacine, avec son nombre de dents beaucoup trop élevé, est totalement disculpé. Alors pourquoi pas une hyène? Après tout, la hyène a un aspect lupin, comme on pourrait le voir. Eh bien cet aspect lupin, c'est un piège, parce que la hyène est plus proche des félins que des canins. Et ça se retrouve d'ailleurs avec sa formule dentaire, que voici. Lorsqu'on la compare à celle de nos animaux tués en Gévaudan, ça ne marche absolument pas.
Cependant, il y a un document qui était ressorti il y a quelque temps. Une brochure de la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris datant de 1819. Une brochure dans laquelle on peut lire que parmi les animaux de la ménagerie, il y avait une hyène barrée d'Orient, c'est-à-dire une hyène rayée. La hyène qu'il y avait sur la slide précédente. Et cette hyène était dite la même que celle que l'on voit au cabinet d'histoire naturelle et qui a dévoré dans le Gévaudan une grande quantité de personnes. Autant vous dire que quand ce document a été ressorti, il a été vu comme une preuve qu'il y avait bien une vraie hyène, une hyène d'Afrique, en Gévaudan. Je suis allé chercher le fascicule d'origine, parce que oui, ce fascicule vendu aux touristes, il y en avait un d'édité chaque année. Et par chance, j'ai pu retrouver la toute première édition, datant de 1811. Or, dans cette édition, c'est pas la hyène rayée qui possède ce petit paragraphe parlant de la bête du Gévaudan et qui l'identifie, mais sa cousine, la hyène tachetée. Et c'est pas tout. Dans le fascicule de 1812, c'est encore une fois la hyène tachetée qui porte cette identification. Bon, d'une manière plus générale, ce sont des fascicules pour les visiteurs. Ce ne sont pas des documents qui prouvent quoi que ce soit, dans le sens où les seuls documents qui font mention du contenu du cabinet d'histoire naturelle, ancien nom du muséum de Paris, pour le muséum de Paris, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, il faut aller voir, en fait, il y a des catalogues d'entrée et de sortie des pièces. Or, dans ces catalogues, on n'a aucune mention de hyène du Gévaudan. Donc ces fascicules doivent rester ce qu'elles sont, des brochures publicitaires. Et à ce titre, elles ne prouvent pas non plus la présence d'une hyène. Donc, on peut passer. Sans compter que la hyène ne correspond pas franchement aux descriptions, avec d'un côté une qui est achetée et de l'autre l'une qui est rayée. On est bien loin du pelage décrit par les témoins. Et restent alors les canins, nos petits canidés. Là, quand on compare la formule dentaire, ça match. Bon, à l'exception de certains, comme le dol que j'ai mis en bas à droite, qui lui n'a pas assez de dents. Mais c'est vrai que du côté des canidés, on trouve, il y a des animaux qui ont un pelage qui fonctionnerait plutôt pas mal avec nos descriptions, comme par exemple le chacal. Sauf que le chacal, il est beaucoup trop petit. En fait, lorsqu'on s'intéresse aux canidés, par rapport aux dimensions des animaux qu'on a, il en reste que 2. Et parmi eux, le chien. Donc là, vous avez petite sélection de races de chiens d'époque. Parce que bon, oui, les races de chiens d'époque n'étaient pas du tout toutes équivalentes aux races actuelles. Donc là, ce sont des races de chiens que vous pouvez retrouver dans l'histoire naturelle de Buffon. Et donc du coup, on va s'intéresser aux chiens. Alors, un moyen de savoir si on a affaire à un chien plutôt qu'à un loup, ça peut être de regarder les canines. Et on a de la chance parce que nos canines ont été mesurées. Alors, pour le loup des Chazes et le loup de Chastel, il y a une petite différence quand même, c'est que le loup de Chastel, on sait avec précision, parce que c'est indiqué, que c'est la canine de la mâchoire supérieure qui a été mesurée. Or, pour celui des Chazes, même chose que pour celui de Buffon, malheureusement, c'est pas précisé. Bon, du coup, on va tester à la fois avec les supérieurs et les inférieurs. Ça coûte rien. Donc, pour les canines de loup et de chien, j'ai récupéré des données de chercheurs qui s'appellent messieurs Fabre et Orsini, qui en 2016, ils ont publié un papier très intéressant pour discriminer un chien d'un loup uniquement sur la base de mesures qu'on peut faire sur un crâne, et notamment en utilisant les canines. Alors si on regarde les canines inférieures, dans le cas où nos canines seraient inférieures, il n'y aurait pas trop de doute, on aurait affaire à des loups et pas à des chiens. En revanche, si on regarde les canines supérieures, même si pour le loup de Chastel, il est exclu,
C'est pas tout à fait le cas du loup des chasses. Pour le loup des chasses, on est dans une dimension qui pourrait éventuellement correspondre à un chien. Néanmoins, c'est peut-être qu'un facteur de taille. Après tout, notre loup de Buffon, qui nous sert de témoin, il est bien dans cette zone d'incertitude qui pourrait faire de lui un chien, mais bon, pour le coup, là, c'est vraiment un loup. Mais heureusement, il y a d'autres choses qu'on peut regarder. Par exemple, la largeur zygomatique. C'est cette barre que vous avez en orange sur le crâne qui permet l'insertion de muscles pour la mâchoire. Cette largeur est beaucoup plus importante chez le loup que chez le chien. Or, fait intéressant, dans l'autopsie du loup des chasses, on nous apprend que les muscles de sa mâchoire sont beaucoup plus gros que ceux d'un loup dit ordinaire, d'après le chirurgien qui l'a autopsié. Par conséquent, ça semble traduire une grande largeur zygomatique. Donc, pour conclure sur ce sujet, on pourrait dire que bon, les canines tendent plutôt à nous indiquer qu'on aurait affaire à un loup, même si on ne peut pas exclure le fait que ça pourrait être un chien. En revanche, la largeur zygomatique, elle, tend plutôt à nous indiquer qu'on a un loup. Et enfin, si on se souvient des empreintes, ça tendait plutôt du côté du loup. Donc à la vue de tous ces éléments, on peut raisonnablement exclure le chien. Donc du coup, il nous reste le loup. Un suspect animal très apprécié par de nombreux auteurs, par des historiens, et qu'on retrouve aussi dans les seules et rares publications académiques et thèses qui ont été consacrées à la bête du Gévaudan, enfin, qui ont ou du moins parlé de la bête du Gévaudan. Cependant, force est de constater que le pelage du loup ne correspond pas vraiment, puis les témoins ne les ont pas reconnus, et puis nos animaux étaient jugés comme des loups extraordinaires. Donc, c'est que c'est pas un loup peut-être. Les paysans devaient avoir raison, ils connaissaient les loups. Du coup, resterait un chien-loup, hypothèse qui est d'ailleurs reprise à de nombreuses fois et très célèbre, et qui sur le papier est fort séduisante. L'animal ayant un aspect lupin, mais pas totalement, ce qui pourrait expliquer le fait que les gens ne l'aient pas reconnu. Puis comme il tient du chien, il aurait la familiarité. Du coup, s'il a la familiarité avec l'homme, il n'a pas peur de l'homme, contrairement au loup. Du coup, ça justifierait les attaques. Ah. Bon, dans les faits, le seul moyen d'être sûr d'une hybridation chien-loup, ce serait d'avoir du matériel génétique. Cependant, aucune de nos bêtes du Gévaudan n'a été conservée. Du coup, pas moyen de faire un tel test. En revanche, il y a quand même un élément anatomique qui sert de, on va dire, de pilier pour cette hypothèse chien-loup. Cet élément anatomique, ce sont les côtes. Les côtes du loup de Chastel, plus précisément, qui ne ressemblent pas à celles du loup d'après le chirurgien et qui permettaient à cet animal de se retourner aisément, chose qu'un loup ne peut pas faire. Je suis allé faire un tour à ce sujet dans l'histoire naturelle. Et Buffon n'est pas le seul auteur d'ailleurs. Buffon a des co-auteurs, dont parmi eux Monsieur Daubenton. Daubenton, c'est un grand anatomiste et c'est lui qui va se charger de disséquer et de faire donc les descriptions anatomiques de tous les animaux de l'histoire naturelle. Et à ce titre, au sujet du loup, on apprendra notamment que le fait que les gens disent que le loup a du mal à se retourner par rapport au chien, en fait, c'est une croyance populaire. Ça n'a aucun rapport avec les côtes, mais c'est dû à la fusion de la 7e vertèbre lombaire avec la hanche. Ce qui fait que du coup, certains spécimens ont effectivement un peu plus de mal à se tourner, ils perdent un peu en mobilité. Cependant, c'est un caractère qui n'est pas présent chez tous les loups. Autrement dit, notre chirurgien est malheureusement tombé dans le piège. Bon.
Bah, du coup, le seul argument qui soutenait l'hybride chien-loup tombe à l'eau. Et par-delà même, notre dernier suspect. Du coup, qu'était la bête du Gévaudan? Excellente question. Enfin, faudrait peut-être revenir du côté du loup parce que c'est pas aussi simple que ça, en fait, le loup. Le loup, c'est environ 12 sous-espèces à l'heure actuelle dans le monde, dont on a encore de la controverse scientifique sur certaines. Et il y en a 3 en Europe, et en France, on en connaissait 2 avant leur extermination. Et ces 2 sous-espèces, les voici. Le loup gris commun et le loup italien. Et si le loup gris commun ne correspond pas du tout à notre description, ça n'en est pas de même pour notre cher loup italien et on va s'y intéresser d'un peu plus près. Contrairement à son cousin, le loup italien a un pelage plutôt fauve, rougeâtre. Certains individus sont même particulièrement rougeâtres en été. Sur le dos, il a une bande noire plus ou moins marquée. Comme tous les loups, il peut être plus ou moins blanchâtre sur le poitrail et à la gorge. Il a donc, malgré la variabilité individuelle que peut connaître le pelage, ainsi que saisonnière, il reste néanmoins l'animal dont les couleurs correspondent le plus à ce que nous ont décrit les témoins et les rapports d'autopsie. Au sujet de sa morphologie et de son anatomie, son crâne est différent de celui de ses cousins. À noter que en 2002, 2 paléontologues, messieurs Novak et Federov, se sont amusés à faire des mesures sur les crânes de loups et se sont rendus compte que le loup italien, c'était lui qui avait le crâne le plus large parmi les loups européens. Chose qu'on retrouve chez nos loups du Gévaudan. Autre point, cet animal, en soi, ce fameux loup italien, n'a été intronisé comme tel qu'en 1921 par le zoologue Giuseppe Altobello, qui comptait d'ailleurs notamment sur, déjà à l'époque, sur son crâne qu'il jugeait différent, ainsi que son pelage. Et il notait également que ce loup était plus grand que les autres. Alors, chose que, on ne vérifie... Enfin, à l'heure actuelle, c'est plus vraiment vérifié, mais bon. Il notait cependant aussi 2 formes chez ces loups. Des loups qui sont grands, sur des jambes minces, et d'autres qui étaient plus bas sur des jambes trapues. Il n'a pas donné plus de précision. Ça indique peut-être un dimorphisme sexuel, même s'il ne le dit pas. À savoir que chez les loups, les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Mais bon, il n'a pas énoncé clairement, donc il n'y a pas eu de suite là-dessus. Du coup, à vérifier si ça marche vraiment. Néanmoins, un fait qui est intéressant, c'est que des travaux donc de génétique ont montré que historiquement, il était présent en France et que du coup, lorsque Altobello l'a créé en 1921, il l'a créé à partir de populations relictuelles italiennes. Donc j'ai cherché s'il n'y avait pas d'autres mentions de ce loup potentiellement dans des archives et j'en ai trouvé que dans un texte. Donc c'est Monsieur Delacontrie, qui était un chasseur et qui, à propos des loups, dit qu'en France, il y a 2 espèces, l'espèce des grands et l'espèce des petits. Bon, c'est pas génial comme découpage, mais pourquoi pas. Et à propos de ceux de la grande espèce, il dit notamment qu'il y en a des grands sur des jambes minces et des petits sur des jambes trapues. Ce qui se recoupe avec les dires d'Altobello. Et c'est la seule autre fois où on retrouve donc pour des loups cette description. Autre point intéressant à propos de la taille. Actuellement, le loup italien, c'est clairement pas un des loups les plus grands. Il est d'une taille relativement moyenne, environ 1,50 m de long. Bon, c'est pas un géant. Cependant, est-ce que c'était le cas au XVIIIe siècle?
pas sûr. Les travaux menés par le docteur Salary en 2017 sur les loups européens, notamment à partir de restes de loups italiens, indiquent que pour notre cher animal, sa taille n'a commencé à diminuer qu'à partir de la Renaissance. Et la taille moyenne des loups avant était plus importante. On était environ plutôt sur du 1 mètre, on était facilement plutôt sur du 1,60 m. Et ça allait rien comme ça, mais bon, 1,60 m donc en osseux, en sachant que avec les poils au bout de la queue, les loups gagnent facilement 10 cm. Bon, on a des individus qui étaient quand même facilement plus grands. Et pour expliquer la baisse de taille du loup italien, le docteur Salary pense que ce loup a commencé à diminuer en taille avec la perte de proie du type cerf, puisque visiblement cet animal était plutôt spécialisé dans des proies de grande taille, comme semble l'indiquer sa denture. Et enfin, alors, j'ai oublié de faire un petit disclaimer, mais bon, voilà, si vous avez l'habitude de documentaires, bon, j'espère que vous ne serez pas choqués. Donc voilà, n'hésitez pas à quitter l'écran si jamais l'image vous choque. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps dessus. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'au niveau du comportement alimentaire, les loups sont très importants écologiquement. Et le loup italien, comme les autres loups, ne fait pas exception à la règle, à savoir que voilà, il démembre et parfois il coupe la tête de ses proies. C'est pas volontaire, hein, il n'y a pas une volonté derrière, c'est juste que voilà, il mange efficacement et il a des mâchoires suffisantes pour couper et broyer des os. Donc il ne s'en prive pas. D'ailleurs, ça lui est utile et c'est utile à l'environnement aussi du coup. Donc d'une manière générale, notre loup italien, il coche pas mal de cases intéressantes pour expliquer ces bêtes du Gévaudan. Mais quelque chose qu'on pourrait se dire, c'est, ben, à l'époque, il était également présent en Italie, il n'était pas que présent en France. Donc du coup, est-ce qu'en Italie aussi s'est passé des choses? Et oui, s'est passé des choses en Italie au même siècle, à savoir que bon, les Italiens avaient aussi des bêtes, comme par exemple la bête de Cusago, qui elle aussi avait droit à des descriptions similaires à celles du Gévaudan, hein. Tête de cochon, identifiée comme une hyène, à titre d'exemple. L'Italie était citée également par monsieur de la Contrie, qui disait que voilà, le Piémont italien notamment était une zone qui avait connu des attaques de loups contre la population. Bon. Et d'une manière plus générale, donc il y a eu pas mal de travaux de la part de zoologues et d'historiens italiens qui donc ont cherché à compiler et à regarder comment ça se passait là-bas. Et ben, on retrouve exactement les mêmes choses qu'en Gévaudan, des restes humains assez choquants, donc voilà, des têtes coupées, des corps à demi dévorés, voilà, des enfants qui étaient attrapés et enlevés pour être consommés plus loin, etc. Donc voilà, la bête du Gévaudan, en fait, en soi, n'a absolument rien d'extraordinaire, en fait. Petit retour en France, juste pour vous situer à peu près, donc, parce que là, on parle d'attaque de loups. Comme j'ai dit, donc il y a deux types d'attaques, les loups enragés et les loups prédateurs. Donc là, voici une cartographie proposée par l'historien Jean-Marc Morisseau. À noter que du côté des loups prédateurs, on a certainement une surestimation des attaques parce que bon ben, comment être vraiment sûr que donc lorsqu'on a trouvé un corps en apparence dévoré, tout d'abord c'est vraiment un loup qui l'a dévoré et ensuite comment être vraiment sûr que l'animal qui est venu donc entre guillemets donc dévorer le cadavre, c'était vraiment l'agresseur initial, on peut pas en être sûr. Donc il y a peut-être certainement une surestimation du côté des attaques de loups prédateurs. Quoi qu'il en soit, que ça soit du côté des attaques de loups prédateurs ou enragés, si on regarde les chiffres, ça reste quand même faible hein, par rapport aux famines, aux épidémies, aux guerres et même ne serait-ce qu'aux accidents ménagers. C'était pas une cause de mortalité très élevée à l'époque. Et même si on prend les attaques comme la bête du Gévaudan ou d'autres bêtes féroces, on reste encore sur voilà,
on est très loin d'avoir un élément qui va fortement diminuer la population française. Parce que donc oui, il y a eu d'autres bêtes en France, comme je l'avais énoncé en introduction, et dans certaines de ces bêtes, on retrouve donc des descriptions qui collent avec la bête du Gévaudan et de facto collent également avec le loup italien, à savoir des loups qui sont roux, voilà, des grands loups roux. Voilà, on en retrouve avant. Et donc là, on en vient à l'ultime question, comment expliquer ces attaques? Parce que bon, ben voilà, ça c'est le propre, la question derrière chaque cas de mangeur d'hommes, entre guillemets. Pourquoi cibler l'homme? Les requins ont leur modèle actuellement, les lions, comme je l'ai dit en introduction, ont aussi donc leur explication. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux loups? Alors, pour le cas des attaques de loups, a longtemps été proposé un modèle qui était celui de dire, et qui était d'ailleurs récupéré par Buffon aussi à l'époque, que ces animaux donc, se nourrissaient des morts sur les champs de bataille, étaient habitués à la chair humaine, et donc après ça, ils attaquaient donc, les humains. Bon, ce qui est assez particulier parce que pendant énormément de cas de bêtes, hein, donc Gévaudan compris, il n'y avait pas de conflit en soi sur le sol français. Donc pourquoi est-ce qu'ils en seraient venus à consommer à partir des conflits? Il y a une autre hypothèse qui a été formulée par un zoologue italien, c'est Monsieur Cagnolaro, en 96, qui était la suivante et qui est pas mal intéressante. Monsieur Cagnolaro, il disait que l'habitat, à l'époque notamment, de nos bêtes, comme le Gévaudan, il se fragmente par les activités agricoles. Et ça entraîne notamment une baisse des proies de grande taille comme le cerf. D'un autre côté, c'est un temps où on envoie les enfants travailler au champ. La fragmentation de l'habitat et la baisse des proies, entre autres, ça a un impact chez le loup. Parce que oui, on ne se retrouve pas avec des loups qui vont former des meutes. Le loup italien, il faut vous dire qu'encore à l'époque actuelle, ça n'a rien à voir avec les loups que vous voyez dans les documentaires, les loups nord-américains ou en Asie, qui forment de grandes meutes. Non. Le loup italien, c'est un animal qui très souvent chasse seul ou alors il chasse à deux. Et fait intéressant, dans la bête du Gévaudan, le maximum d'animaux qu'on a observé, c'était 2. Hein. On disait d'ailleurs la bête et sa louve. Donc là, entre guillemets, vous allez avoir un noyau familial, donc le couple alpha, hein, théoriquement, bon, même s'il n'y a pas besoin en fait de cette dénomination dans ce cas-là, puisque littéralement, papa, maman ont des petits, les petits grandissent, dès que les petits sont assez grands, ils s'en vont pour fonder leur propre famille. Voilà. Donc, fini les grandes meutes. Et ces loups, ben, certains, du coup, vont attaquer du bétail. Naturellement, c'est une source alimentaire qui peut être facilement accessible, notamment lorsqu'on est un animal isolé. Et le truc, c'est qu'en attaquant du bétail, ça fait une occasion de rencontre supplémentaire avec les enfants qui les gardent, qui, pour rappel, non plus ne sont pas bien grands. Et en fait, donc, ce qu'il explique, c'est que, à force de ce jeu de rencontres, que ça soit au moment des attaques sur le bétail, ou tout simplement dans sa vie quotidienne de loup, puisque l'habitat est fragmenté, donc il va dans certaines zones plus être en contact avec les humains. Donc il va y avoir une habituation, et de cette habituation, ça va faire que, par moment, donc il y a certains individus qui vont déclencher des attaques. Et il a en fait donc fait 3 catégories d'attaques, donc des loups anthropophages de manière aléatoirement, des loups qui vont faire ça de manière systématique. Donc, d'après lui, donc certains animaux vont retenir de cette attaque sur des petits bergers, donc ça comme une expérience positive. Du coup, c'est une proie qui ne sera pas exclue de son alimentation. Et enfin, donc, ce qu'il appelle de l'anthropophagie culturelle.
où dans ce cas-là, des louveteaux vont être sevrés avec de la chair humaine, et par conséquent, arrivés à l'âge adulte, naturellement, lorsqu'ils vont rechercher de la nourriture, ils n'excluront pas de s'attaquer à des humains pour la simple et bonne raison qu'ils ont été nourris avec cette chair et que pour eux, c'est pas différent des autres. Et comme Cagnolaro le rappelle cependant, ce sont des événements qui restent encore une fois rares. Hein. Ce sont le fait que de quelques individus. Et en ce cas-là, la bête du Gévaudan est un bon exemple puisque, pour rappel, ont été significatifs les tirs de 2 animaux. Bon, même si on n'exclut pas qu'il y en ait eu quelques d'autres, mais voilà, ça ne concerne, on est sur, on peut tenter d'estimer ça à environ 4, on va dire 4-5 loups. 4-5 loups en Gévaudan sur les milliers qu'il devait y avoir, certainement. Donc bon, c'est une estimation, mais bon, au XVIIIe siècle, il faut bien se dire que, alors c'est impossible d'avoir une bonne estimation totale des loups, mais rien que l'estimation qu'on peut faire à partir des loups tués, on est à environ 20 000. Sachant qu'à 20 000, on occulte totalement du coup tous ceux qui ne sont pas tués. Donc voilà, on avait vraiment à l'époque des grandes populations de loups qui étaient en bonne santé. Et voilà, sur ces milliers d'individus, à chaque fois, voilà, on se retrouve avec des loups qui se comptent sur les doigts de la main, qui vont attaquer les humains. Ce qui en soi n'est donc pas différent d'à l'heure actuelle quand des félins ou des requins se mettent par moments, rarement, à attaquer l'homme. Encore une fois, c'est un jeu de paramètres. Et Cagnolaro tient à le rappeler, c'est que là, c'est vraiment ce paramétrage particulier qui conduirait à ces attaques. Et à titre d'exemple, il cite des cas beaucoup plus récents qui ont eu lieu en Inde au 19e et au 20e siècle, où pareil, il y a eu des attaques sur des humains. Et donc l'Inde présentait d'ailleurs un paramétrage similaire. Habitat fragmenté, des enfants qui travaillent, diminution des proies, etc. Bon, alors c'était pas avec le loup italien, mais voilà. C'était avec une autre sous-espèce de loup, mais dans un paramétrage similaire, il y a également eu des attaques. Donc c'est le modèle de Cagnolaro qui malheureusement n'a pas été réétudié depuis, mais qui est un bon modèle pour expliquer. Donc pour conclure, et avec ce qui a été dit, je tiens quand même à rappeler que le loup n'est ni bon ni méchant. Ça, ce sont nos valeurs à nous. Le loup, c'est juste un grand prédateur. Et à ce titre, dans certaines conditions, il est potentiellement dangereux. Et ça, c'est bon pour tout animal. Voilà. Il y a un risque. Il faut faire attention. C'est tout. Ne diabolisons pas le loup pour quelques attaques sur l'homme. Hein. C'est pas plus grave que n'importe quel autre animal. Donc voilà, pour la diapo de conclusion, du coup, vraiment finale. Donc la bête du Gévaudan, c'est un patrimoine de France. Donc à ce titre, je vous invite à lire la Gazette de la Bête, qui est disponible gratuitement en ligne, et qui régulièrement, donc ce sont des chercheurs, parmi lesquels beaucoup d'amateurs et de passionnés, qui donc publient des avancées, ne serait-ce que des documents historiques qu'ils arrivent à ressortir des archives en lien avec l'affaire, à visiter le musée de la Bête quand, du coup, les conditions sanitaires seront meilleures qu'actuellement. Et puis également à aller regarder les vidéos d'enquête d'histoire, parce que donc des vidéos qui sont récentes et qui explorent justement différentes facettes. Moi ce soir j'ai regardé que d'un côté, que de mon côté, on va dire zoocentré. Lui par contre il y a de multiples points de vue, notamment historiques et sur les personnages, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur la bête, je vous encourage en complément à aller voir ces vidéos. Et voilà, sur ce, je vous remercie encore à tous d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, enjoy. Voilà. Merci beaucoup. Alors de fait, il y a eu quelques questions dans le salon questions vocales. Est-ce que tu veux que je te les lise? Ce sera peut-être plus simple.
Je t'en prie, Polo. Hein. Normalement, on a pas mal de questions qui sont arrivées dans la question vocale. Toc. Alors, Je sais pas si tu vois FL, mais il y a un channel j'étais qui s'appelle mute. questions vocales juste au-dessus de toi. Et là-dedans, tu as pas mal de questions. Alors, je vais arrêter de streamer, je vais regarder ça. Je visais avant de oublier de me démute. Si tu veux, je peux te les lire si c'est plus simple pour toi, mais du coup, tu as déjà fermé ton stream. Donc, non, mais je t'en prie, vas-y. Alors, c'est gentil. Ouais, j'aurais peut-être pu laisser. Alors, par rapport au passage disant que ce n'est pas vrai, seules les femmes et les enfants sont attaqués, il y a des hommes aussi. Donc, c'est surtout un moyen qu'ont eu les journaux pour faire peur à la bête sensationnaliste. Oui, clairement, dire que la bête attaquait les femmes et les enfants, c'était un bon moyen d'avoir une histoire terrifiante à raconter le soir autour des chaumières. C'est toujours beaucoup plus impressionnant. Comment on peut s'assurer qu'il s'agisse de victimes de la bête et pas des victimes de loup? Alors pour le coup, là du coup, quand il y a victime animale, alors moi j'estime du coup que donc on serait plutôt avec des victimes imputables à un loup du coup au loup italien. Même si c'est vrai que du coup dans l'absolu, est-ce qu'on peut exclure que des loups du coup gris communs auraient eux aussi dévorer des cadavres, je pense pas qu'on peut totalement l'exclure non plus. Après, pour moi, le loup italien est vraiment à retenir dans le sens où il match avec les autopsies et une grande quantité de témoignages, en fait. Alors, chaque espèce de mammifère a des dents différentes. Oui, chaque espèce de mammifère, du coup, a une formule dentaire différente. On n'aura pas le même nombre, par exemple, d'incisives, de prémolaires et de molaires. Après, en soi, incisive, canine, prémolaire, molaire, c'est quand même ce qu'on retrouvera tout le temps chez les mammifères. Mais il y a aussi, il y a des différences de nombre, mais il y aurait aussi donc des différences de forme. Donc par exemple, chez les loups, même les canidés, les félidés, on a la présence de dents dites carnassières. Donc c'est des molaires. Finalement, je vais remettre le stream. Du coup, si tu peux me lire Piloy les questions, je veux bien, s'il te plaît. Alors pour les dents carnassières, voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que il t'en charge, Polo, ou je fais. Donc là, on a ici donc en fait la prémolaire ici 4e qui va venir lorsque la mâchoire se referme être en action avec ici la molaire 1 de la mâchoire inférieure, et donc ça va agir comme de puissants ciseaux broyeurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un complexe carnassier, et c'est propre à tous les mammifères du groupe des carnivora, qui contient donc notamment les canidés et les félidés par exemple. Voilà. Mais donc oui, tous les mammifères n'auraient pas forcément des molaires et des prémolaires comme ça. Ensuite, la question suivante, c'est sur les théories du complot en général, et Naoko nous demande s'il y en a depuis la nuit des temps. Enfin, à mon avis, tu peux répondre dans la mesure de ce que tu connais, mais... Alors en fait, toutes les théories d'implication humaine, de complot, etc., ce sont des théories qui sont très récentes. Elles sont toutes apparues, donc c'est 20e siècle. Avant le 20e siècle, on n'a jamais parlé. Les premières d'ailleurs théories du complot, c'est fin du 20e siècle, et ça tombe du coup justement pendant un moment où les théories du complot commencent à être à la mode de manière générale. Ok. Question suivante, est-ce que tu as des moyens d'exclure un cas de gigantisme pour un canidé qui serait d'une race qui est trop petite pour être prise en compte normalement? Alors, est-ce que j'ai un moyen d'exclure le gigantisme complètement? Non, mais la seule question du coup que je pourrais me poser, c'est que là, du coup,
Alors, quel canidé ferait d'abord du gigantisme? Ça, ce serait la question. Parce que là, du coup, pour un canidé qui aurait entre guillemets du gigantisme, il me viendrait en tête le chacal par rapport à la question. Parce que bon, du coup, naturellement, un chien ou un loup pour atteindre les tailles autopsiées, ça n'a pas forcément besoin entre guillemets de gigantisme. Surtout les loups, ils n'ont pas vraiment besoin. C'est très grand, notamment le loup des chasses, mais ça s'est déjà retrouvé, donc c'est pas non plus si extraordinaire que ça, c'est juste pas courant. Le seul qui me viendrait, ce serait le chacal, et alors j'ai jamais vu dans la littérature des traces de gigantisme de chacal, donc, mais c'est pas pour ça que ce serait à exclure. Tout de même, mais après c'est surtout que le chacal, enfin, j'ai aucune raison de voir un chacal en fait dans le Gévaudan au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il ferait là? Ou du coup il serait tout seul, ou alors il y en aurait plusieurs. Ok, donc c'est Voilà. aussi la présence. Ouais. D'accord, ça a du sens, oui. Et du coup, justement, la question suivante, donc si c'était bien un loup italien et si cette espèce était aussi présente en France, pourquoi est-ce que les témoins ne disent pas avoir simplement vu un loup? Est-ce que c'est si différent qu'ils ne l'auraient pas reconnu? Est-ce qu'ils n'étaient pas habitués à ça? Alors voilà, justement pour rappel, alors là, il faudrait peut-être que j'ai. Alors j'ai fait un question. Alors non, pourquoi j'ai dit pour rappel, c'est nul. En fait, j'ai fait un questionnaire il y a quelques temps. Justement, je me suis posé une question par rapport au loup italien. Je me suis dit, est-ce que le loup italien, on l'identifie bien comme un loup? Et ça, en fait, du coup, j'avais fait. Donc, j'ai réussi à questionner 105 personnes à partir de photographies. Et donc, j'ai mis plusieurs photographies de loup italien et une photographie d'un loup gris commun. Et lorsque j'ai eu les résultats, que j'ai pas inclus là au diapo parce que j'ai pas prévu d'en parler, mais je pourrais mettre les figures sur le serveur a posteriori, y a pas de souci. En fait, ce qui ressort, c'est que autant le loup gris commun, il est quasiment systématiquement reconnu, il a eu plus de 90% de reconnaissance, autant le loup italien, lui, il a des scores qui sont plutôt faibles. Hein. Il est aux alentours de 40, 60% de reconnaissance en tant que loup. Mais très souvent, il est aussi associé soit à un chien-loup, soit à un chien. Bon, alors après, c'est c'était avec des gens de maintenant. Donc, je vais éviter de faire un anachronisme en inférant ça pour les gens du XVIIIe siècle. Mais en fait, pour le XVIIIe siècle, ce qui m'a intéressé, ce qui me fait dire que, en fait, on n'a pas d'éléments sur la démographie entre le loup italien et le loup gris commun à l'époque. Tout ce qu'on a, c'est indicativement, c'est le loup de manière générale. Mais dans l'ouvrage de Monsieur de la Contrie, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que donc les loups de la grande espèce, que je suppose donc par la description qu'il en fait être des loups italiens, eux ils s'attaquent majoritairement à des proies de grande taille et ils s'attaquent pas très souvent au bétail. Alors ça arrive, mais ça arrive beaucoup moins souvent d'après ce qu'il dit que les loups de la petite espèce, qui eux fréquemment s'en prennent notamment aux moutons et aux chèvres. Donc l'hypothèse que j'ai à partir de la lecture de Monsieur de la Contrie, c'est que les gens, notamment les gens, donc surtout les chasseurs et les paysans, étaient plus en contact, à mon avis, avec les loups gris communs. Alors après, fait qui est intéressant, c'est que du coup, les paysans, j'estime qu'ils étaient donc pas tant en contact que ça avec le loup italien. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que tout de même, les chasseurs, je pense notamment à François-Antoine, qui, lui, était allé chasser dans le Piémont. Et même s'il a dit que son loup il était extraordinaire, alors lui, il a dit qu'il était extraordinaire surtout par sa taille. Pour lui, ça reste un loup. Et donc, je me dis qu'il n'a pas tant été choqué que ça. Par contre, le fait que les paysans aient été choqués, justement, par le fait que c'est un loup qui
ne s'attaquaient pas autant au bétail, je pense que justement ils étaient pour cette raison surpris de voir ce loup roux et pas du coup le loup gris commun dont ils avaient plus l'habitude. Voilà, moi je pense que ce serait dû à ça. Ok, merci. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as aussi un petit peu étudié les répercussions de la bête sur l'art en général et sur la pop culture? Alors non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, très bien. Bah écoute, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vous démute et on vous donne la parole. Ça n'a pas trop l'air. Bon, bah dans ce cas, je pense que c'est tout. Non, c'est juste que j'ai pas pensé à me démoute. En fait, pour revenir à ma question sur les dentitions des mammifères, je me posais la question surtout par rapport aux dentitions des autres, de ceux qui ne sont pas des mammifères. Par exemple, les reptiles, ils ont des dents, mais ça veut dire qu'ils ont des dentitions identiques. Alors, beaucoup de reptiles sont ce qu'on appelle homodontes. Du coup, effectivement, ça veut dire que toutes les dents ont la même forme. Alors après, c'est pas le cas forcément de tous les reptiles non plus, mais majoritairement quand même, ils sont tous homodontes. Effectivement, lorsqu'on regarde par exemple la bouche d'un crocodile, ben, on peut pas, voilà, on peut pas vraiment faire de différenciation. Enfin, encore que crocodile, c'est peut-être un peu mal choisi. J'ai plutôt un serpent comme une couleuvre, par exemple, toutes les dents de la couleuvre sont toutes identiques. Il y aura pas on ne pourra pas faire incisive, canine, prémolaire, molaire. C'est vraiment quelque chose propre aux mammifères. Ah, c'est curieux. Les joies de l'évolution. Ok, bon, bah écoute. J'ai une autre question. Oui, voilà, vas-y. C'était juste pour savoir, est-ce que par la suite tu vas faire d'autres travaux sur d'autres cryptides ou tout simplement d'autres bêtes dans ce style en fait, par la suite? Alors pour l'instant, non. Non, pour l'instant, mes prochains intérêts en termes de travaux dans la recherche, ça va plutôt se tourner du côté de reptiles fossiles. Voilà. Ok, très bien, merci. Quelqu'un d'autre? Non, bon, bah dans ce cas-là, je pense qu'on peut tous te remercier encore une fois, c'était super, merci beaucoup pour ta présentation. Et pour ceux qui veulent continuer à discuter de tout ça, vous pouvez vous diriger vers le bar, tranquillement. Et bonne soirée à tous et merci d'être venus, c'était super. Merci à tous encore. Merci à vous et merci à Michel.